Bienvenue à cette rencontre de Parlons Sport, portrait des recherches menées au Québec sur la violence en milieu sportif. Je m'appelle Geneviève Arbeck, je suis directrice des opérations, valorisation et transfert au Pôle Sport HEC Montréal et j'aurai le plaisir d'agir comme modératrice aujourd'hui tout au long de la présentation. Tout d'abord, mais merci d'avoir répondu en très grand nombre ce midi. Avant de commencer, quelques petits aspects techniques. Donc, on va vous demander de bien vouloir conserver vos micros fermés en tout temps. Si vous le souhaitez, évidemment, vous pouvez ouvrir vos caméras. Ça privilégie une meilleure interaction avec notre invité. Cette rencontre est enregistrée aussi. Elle sera disponible sur notre chaîne YouTube dans les prochains jours. Et si vous avez des questions, on vous invite à nous les faire parvenir dans la section questions et réponses sur Zoom directement. Nous allons modérer cette section-là et si on a du temps à la toute fin, on pourra répondre à quelques questions. Pour débuter, nous avons le plaisir aujourd'hui d'avoir avec nous M. Éric Brunel, qui est directeur du pôle sport HEC Montréal, professeur titulaire au département de management à HEC Montréal, qui souhaitait vous adresser quelques mots. Donc, M. Brunel. Merci Geneviève, c'est drôle de me faire appeler monsieur. Ouais, c'est plus convivial habituellement. Bonjour à vous tous. Je suis très très content d'être avec vous. Ça fait un bout de temps qu'on n'a pas eu de midi lunch rencontre Parlons Sport. C'était c'est- Ça a donné comme ça, il n'y a pas de raison particulière. Peut-être la seule, c'est que Sylvie devait venir il y a quelques temps, puis pour toutes sortes de raisons, ça a été reporté. Puis on avait peut-être tellement hâte de l'accueillir qu'on a tout mis nos énergies sur l'accueil de Sylvie. Donc, je voulais d'abord vous saluer. Geneviève disait en très grand nombre, on a tout près de 300 personnes qui se sont inscrites. Je ne sais pas si ils vont tous se présenter, mais ça témoigne de l'intérêt qu'il y a pour ce genre d'activité-là. Donc, on reçoit bien le message. Il y en aura encore et encore, je l'espère. L'objectif des midis, parlons rencontre sport, c'est de sensibiliser à certains domaines de recherche. On demande à nos invités de vulgariser, de nous aider, d'aider la communauté sportive sur certaines questions précises. Et c'est ce que Sylvie fera tout à l'heure là, sur l'harcèlement et la violence dans le sport, qui est un thème, je pense, ma foi, ça peut pas être même plus d'actualité, là, pas plus tard qu'hier encore, Hockey Canada, on entend toutes sortes d'histoires. Donc, je suis très, très heureux, Sylvie, que tu aies accepté notre invitation. Euh, Merci à toi. Merci à tout le monde aussi d'être là. Sans plus attendre, Geneviève, c'est toi qui prends la parole pour la suite. Bon, je vais laisser Geneviève bien te présenter le mieux que moi, mais je tenais à le dire devant tout le monde, là, je suis très content que tu sois là, puis j'espère que c'est le début d'une grande amitié entre la chair et le pôle. Merci. Merci, Éric. Il me fait maintenant plaisir de vous présenter Mme Sylvie Parent, qui est professeure titulaire au département d'éducation physique de l'Université Laval. Depuis 2004, les recherches de Mme Parent portent sur la violence en contexte sportif. Plus précisément, ses travaux actuels portent sur 5 thématiques. La mesure de la prévalence de la violence envers les athlètes et les facteurs associés, l'impact de la violence dans le sport sur la santé physique et mentale des jeunes participants, la violence vécue par les jeunes officiels dans le cadre de leurs fonctions, les différents contextes de victimisation des athlètes, les besoins de formation des entraîneurs sur la question de la maltraitance en contexte sportif. Madame Parent, c'est maintenant à vous de jouer. Merci beaucoup. D'abord, c'est bien intéressant et le fun de voir plein de caméras ouvertes. J'espère juste que quand je vais partager mon écran, je vais pouvoir continuer à vous voir un petit peu. Donc, je voulais remercier d'abord, évidemment, Éric Brunel pour l'invitation ainsi que l'équipe de Pôle Sport. Ça me fait vraiment plaisir. Je vois aussi qu'il y a énormément de monde, donc je suis bien contente qu'il y a plusieurs personnes qui s'y intéressent. Moi, j'ai déjà vendu au sujet, donc, mais je vois qu'il y a quand même plusieurs personnes qui ont un intérêt pour entendre aujourd'hui. Donc, je vais partager mon écran. J'espère être capable de vous vulgariser le tout le plus adéquatement possible. Mais vous savez, des fois, en tant que chercheur, des fois, c'est pas toujours évident d'être capable de bien expliquer. Donc, je vais faire tout mon possible. Puis, n'hésitez pas si vous avez des questions, s'il reste du temps à la fin. Sinon, les diriger vers moi ou vers la chaire. Il n'y a pas de problème. Donc, on pourra vous aider. Donc, je vais partager mon écran avec vous. Je vais demander peut-être à Geneviève de me faire signe si on voit bien la présentation. C'est bon? Super. Excellent. Donc, je vais mettre ça ici pour moi. Fait qu'aujourd'hui, ce qu'on voulait faire, en fait, c'est partager le portrait des recherches qui sont menées au Québec. Donc, bien sûr, il y a quand même beaucoup d'actions ici au Québec en termes de recherche,
Mais je vais essayer en fait aussi de ramener qu'est-ce qui se fait à l'international aussi pour que vous ayez un peu une vision par rapport à ce qui se fait au Québec, qu'est-ce que ça dit dans d'autres pays également. Donc, aujourd'hui, le premier aspect sur lequel je voulais revenir avec vous, c'est toute la notion de violence parce que on parle souvent de violence interpersonnelle en sport, d'abus, de harcèlement. Et il y a d'autres personnes qui vont utiliser aussi d'autres terminologies comme la maltraitance, l'intimidation, etc. Ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que la violence, c'est comme un terme parapluie. C'est un terme qui vient englober un peu l'ensemble de diverses problématiques qui sont des formes de violence, mais de par le fait qu'elles visent un groupe ciblé ou la nature de la relation entre deux personnes peut différer, ben on va lui donner une terminologie différente. Donc, mais ça reste au bout du compte de la violence en tant que telle. Donc, selon l'Organisation mondiale de la santé, la violence se définit comme étant la menace ou l'utilisation intentionnelle de la force physique. Donc, pour tout le monde, c'est un peu plus évident le fait de frapper ou de secouer quelqu'un. Donc, la force physique, ça, c'est assez évident dans la définition de la violence. Mais l'autre partie de la définition dit aussi que c'est l'utilisation aussi du pouvoir de façon malsaine, mais contre soi. Donc, ça peut être dirigé vers soi, comme l'automutilation ou le suicide, par exemple. Contre autrui, donc c'est là qu'on va aller chercher toutes les notions de violence interpersonnelle, ou contre un groupe ou une communauté, c'est là qu'on va parler de violence communautaire. Et l'autre partie importante de la définition, c'est que ces gestes-là ont un risque ou entraînent directement des traumatismes, des décès, des dommages psychologiques, un mal développement ou des privations chez les gens qui le vivent. Donc, il y a toujours la notion aussi d'impact chez la personne qui vit les expériences. Donc, je vous ai placé ici un peu qu'est-ce qui peut être des termes que vous allez entendre. Par exemple, si on parle de maltraitance, souvent on va référer à une relation dans un contexte d'autorité à partir d'une personne vulnérable. Par exemple, les enfants, où il y a une personne en position d'autorité qui a des gestes et des comportements inappropriés envers ces enfants-là. Donc, on va parler de maltraitance. Donc, l'abus physique, l'abus sexuel, etc. Par rapport aussi à l'intimidation, c'est un facteur aussi, un mot que vous allez entendre quand même souvent. Ça, on l'utilise souvent davantage quand on parle de violence à l'école, par exemple, entre des jeunes. Donc, dépendamment du contexte, du groupe ciblé et de la nature de la relation, ben, on va avoir des terminologies différentes qui représentent dans l'ensemble des formes de violence. Et la nature de cette violence-là peut prendre 4 formes différentes. Donc, celle qu'on retrouve de façon générale, la violence physique, sexuelle, psychologique et la négligence. Donc, dans les 3 premiers cas, ce sont des actes et dans le dernier cas, c'est une omission. Ça veut dire qu'il n'y a pas nécessairement justement une action, c'est une personne en responsabilité, par exemple, n'agit pas lorsqu'elle devrait agir. Par exemple, un parent qui ne nourrit pas adéquatement son enfant ou qui ne s'occupe pas de sa santé, mais c'est des gestes qui peuvent être qualifiés de négligence. Donc, en sport, qu'est-ce qu'on sait par rapport aux manifestations de violence? En fait, c'est sûr qu'il y a des manifestations de violence qui sont similaires à ce qu'on voit à l'extérieur du sport. Donc, on parle de violence physique, donc le fait de secouer, gifler, frapper un enfant ou un jeune dans le contexte sportif, ça c'est assez évident. Quand on parle de violence sexuelle aussi, souvent c'est les mêmes types de gestes qu'on va retrouver. Donc, les relations sexuelles forcées, par exemple, l'exhibitionniste, le voyeuriste, ça fait référence à ce qu'on connaît aussi à l'extérieur du sport. La violence psychologique et la négligence, elles, vont aussi être assez similaires, dans le sens où on peut terroriser ou menacer un jeune athlète, des abus verbaux de la dépréciation, de l'isolation, etc., etc. Ce qui est un peu particulier au milieu sportif, ça réside dans la 4e forme que je vous présente, qui est la forme instrumentale. Donc, quand on parle de violence instrumentale, c'est lié à il y a un objectif derrière. Donc, il y a une intention d'arriver, en utilisant ces gestes-là, à amener de la performance, par exemple, ou gérer la discipline. Donc, par exemple, les formes qu'on a documentées dans la littérature, on peut voir tout le fait de forcer ou demander à un athlète, par exemple, à se doper, à s'entraîner malgré un avis médical contraire, donc à s'entraîner blessé, par exemple, commotion cérébrale ou autre, s'engager dans des méthodes malsaines de gestion du poids ou commettre des actes de violence envers d'autres personnes, comme sur le jeu, par exemple. Donc ça, ce sont des manifestations dites instrumentales en contexte sportif.
Et là, dans la littérature sur cette question-là de violence en sport, c'est une littérature qui est quand même assez jeune. Donc, on a eu beaucoup, beaucoup plus de littérature dans je dirais, les dernières 5 années. Mais avant ça, c'était un peu difficile de voir comment on pouvait mesurer le phénomène. C'était quoi l'ampleur du phénomène? Donc, on vient tout juste de développer des nouveaux outils. Donc, nous, la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a voulu développer un outil de mesure pour mesurer ce problème-là. Et on est les premiers à l'avoir fait. C'est rendu un instrument, le Violence Toward Athlete Questionnaire, qui est utilisé à travers le monde, dans plus de 20 pays, dans divers projets de recherche. Donc, avec ça, on va être capable d'établir aussi des études comparatives pour savoir si les données qu'on a au Québec, ben, ça ressemble-tu à ce qu'on a en Belgique ou au Brésil ou ailleurs. Donc, c'est une fierté pour nous d'avoir cet instrument-là. Et ce que ça nous a permis, ben, c'est de dresser le premier portrait de la violence en contexte sportif chez les jeunes québécois. Donc, c'est une étude qu'on a faite en 2017. Et ici, ce qui est important de comprendre, c'est qu'on a pris un seuil, ce qu'on appelle un low threshold. Ça veut dire qu'on a demandé aux jeunes s'ils ont vécu au moins une fois cette forme de violence-là au cours de leur vie sportive. Donc, on n'a pas nécessairement catégorisé les formes de sévérité de ces actes-là. Donc, si les gens ont répondu au moins une fois oui, avoir vécu un des événements, ben ils rentrent dans les statistiques. Fait que c'est quand même, on observe quand même des pourcentages qui sont quand même assez élevés. On a fait un sondage auprès d'athlètes, environ 1000 athlètes âgés entre 14 et 17 ans qui étaient actifs dans le milieu sportif. Pas des jeunes qui avaient quitté le sport, donc ça aussi c'est important. On avait plus de femmes qui ont répondu que de garçons. Et la violence la plus fréquente était la violence psychologique et la négligence, donc à hauteur de 80 % environ des athlètes qui en reportaient, 28 % pour la violence sexuelle et 39 % pour la violence physique. Là où on observait des différences significatives, les garçons étaient plus à même de rapporter de la violence physique, la violence psychologique significativement plus chez les filles et la violence sexuelle, au contraire de ce qu'on a toujours pensé, il n'y avait pas de différence entre les groupes. Donc, sur la violence sexuelle en tant que telle. Donc, voilà les premiers résultats qu'on a eus. Maintenant, on est dans une étape subséquente là, pour la prévention, pas la prévention, mais le suivi et la surveillance. On travaille actuellement avec l'ISQ et on va sortir de nouvelles données là, au cours de l'année 2024, davantage avec un échantillon plus large, plus vaste. Qu'est-ce qu'on sait par rapport à la prévalence ailleurs dans le monde maintenant? On va dire, est-ce que c'est pareil au Québec? La tendance fait en sorte que les études sont tellement diverses, avec des méthodologies tellement diverses, des définitions diverses, des outils divers, que les prévalences varient énormément d'un échantillon à l'autre, d'une étude à l'autre. Voici ici qu'est-ce que moi j'ai répertorié dans beaucoup d'études qu'on a regardées là, récemment pour le IOC Consensus Statement on Athlete Safeguarding. Et ce qu'on voit, c'est que la violence, de façon générale, peut varier entre 44 % et 86 % dans la plupart des études qu'on a répertoriées. Et vous avez une déclinaison des différents types de violences avec leur prévalence associée, le range qu'on peut aller trouver à ce niveau-là. Donc, nos études sont assez comparables avec ce qu'on retrouve aussi ailleurs. Et les études récentes qui ont aussi utilisé le Violence Toward Athlete Questionnaire, on a des données similaires. Donc, il n'y a pas de raison de croire que ce soit différent au Québec, que ce soit plus élevé dans un autre pays. Donc, il y a vraiment, grosso modo, très peu de différence entre les statistiques. Un autre élément intéressant que vous allez sûrement vouloir savoir, c'est toute la question de quelles sont les personnes et les groupes les plus à risque et les paramètres au niveau du sport qui seraient peut-être comme plus risqués pour la violence en tant que telle. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a répertorié là où on avait des conclusions assez solides pour être capable de dire qu'il y a un groupe ou un contexte qui était plus à risque. Vous voyez ce qui est marqué INC, c'est inconclusive, ça veut dire qu'on n'est pas capable de le dire. Le signe égal, c'est qu'on ne voit pas de différence entre ce groupe et les autres groupes. Et quand j'ai vraiment écrit hommes, femmes, équipe nationale, internationale, c'est là que dans les résultats qu'on a, on pense qu'ils sont des facteurs plus vulnérables. Donc, par exemple, la violence sexuelle, on sait dans la majorité de nos études que les femmes sont plus à risque et aussi que les communautés LGBTQ+, sont des groupes à risque pour la violence sexuelle. Quand on parle de violence physique, davantage les garçons ou les hommes, évoluant, oui, aussi dans les sports d'équipe,
et aussi dans les niveaux nationaux et internationaux. Les communautés LGBTQ+, sont aussi davantage victimes et plus le nombre d'heures d'entraînement augmente, plus il y a une vulnérabilité à la violence physique. Quand on regarde la violence psychologique, pour sa part, les paramètres de risque résident au niveau sportif. Donc, plus on monte dans les niveaux sportifs, plus les athlètes rapportent de violence psychologique. Les para-athlètes sont plus à risque également. Les communautés, encore une fois, LGBTQ+, et un nombre d'entraîneurs, pas d'entraîneurs, mais d'heures d'entraînement plus élevé également. Pour la négligence, on a très peu d'études qui ont parlé de la négligence. Donc, les études disponibles jusqu'à maintenant démontrent que les femmes en sont plus victimes en contexte sportif. Voilà. Donc, pour les facteurs de risque, on a aussi, dans les 3 études que vous voyez sur le côté droit, répertorié d'autres facteurs associés au risque, au-delà des caractéristiques individuelles. Tout ce qui est la maltraitance dans l'enfance, donc le fait d'avoir vécu la maltraitance de la part des parents dans le contexte familial. Tous les types de violences étaient reliés au fait de vivre finalement de la violence en contexte sportif. Fait que ça pourrait vulnérabiliser certains jeunes qui sont déjà dans un contexte de violence à en revivre dans le contexte sportif. Et là, il va falloir expliquer davantage pourquoi c'est quoi le mécanisme explicatif ici. On a aussi trouvé que la spécialisation sportive précoce, donc, était aussi un facteur de risque, notamment de violence psychologique. Donc, ça aussi, c'est à tenir en compte lorsqu'on regarde les structures de développement à long terme de l'athlète, par exemple, et tout ce qui est autour de la spécialisation. Et finalement, l'autre élément qui est ressorti, c'est quant aux normes du sport. Donc, ce qu'on appelle les normes du sport éthique, qui définissent qu'est-ce que c'est qu'un bon athlète, qu'est-ce que c'est qu'un vrai athlète. Et ces 4 normes-là sont le fait qu'un athlète se sacrifie pour l'équipe et pour le sport, accepte de prendre des risques, ne refuse pas de repousser ses limites au-delà des limites de cette personne-là, et la culture du risque, comme je l'ai dit tout à l'heure, au niveau des blessures, par exemple. Donc, plus les jeunes adhéraient, se conformaient à ces normes-là, plus on voyait qu'ils étaient vulnérables à vivre de la violence en contexte sportif. Fait qu'il y a aussi toute une panoplie d'éléments reliés à l'aspect social du sport qu'on n'a pas encore beaucoup documenté, mais qu'on commence à voir comme étant des facteurs de risque. On a aussi documenté les profils de victimisation des jeunes en contexte sportif. Donc, je veux attirer votre attention sur une catégorie de jeunes qu'on appelle les jeunes polyvictimisés. Ça veut dire qu'ils ont vécu au moins plus qu'une forme de violence dans le contexte sportif. Ils constituent 10% de notre échantillon. Et ces jeunes-là, ils correspondent en fait, ils se diffèrent des 2 précédents profils dans le sens où ils bénéficient de moins de présence parentale dans le cadre de leur pratique sportive. Ils ont vécu une spécialisation active. Ils s'entraînent dans un plus grand nombre d'heures par semaine. Ils poursuivent davantage leur pratique malgré les blessures, donc ils ont des comportements sportifs autodirigés vers eux qui sont plutôt malsains. Présentent aussi des comportements de contrôle extrême du poids, des comportements aussi d'automutilation. Ils ont plus une faible estime de soi, plus de symptômes de détresse psychologique sévère et plus de symptômes post-traumatiques. Et ils sont significativement plus susceptibles de pratiquer leur sport au niveau provincial. Donc ça, c'est super important dans le sens où on mixe la spécialisation active avec le facteur qui évolue aussi au niveau provincial. Donc, il y a quelque chose là dans ce stade de développement chez nos jeunes qui est critique, je dirais, puis qu'il va falloir vraiment porter une attention particulière. On a également remarqué ou été documenté quelles sont les répercussions qui sont associées. Et là, c'est important de dire que les répercussions, on n'a pas été capable encore de documenter de façon longitudinale des conséquences de vivre de la violence en contexte sportif, mais plutôt, quand on regarde des paramètres de santé mentale, est-ce que c'est relié au fait de vivre de la violence en contexte sportif? Ce qu'on a retrouvé, c'est que ceux qui rapportent au moins un épisode de violence en contexte sportif rapportent systématiquement une estime de soi plus faible, des symptômes de détresse psychologique et de stress post-traumatique plus élevés. Et ceux qui en rapportent une ou en fait plus d'une forme de violence, ils ont une symptomatologie plus élevée. Donc, ça nous dit aussi qu'il y a des paramètres à regarder au niveau des répercussions sur la santé mentale. Dans la littérature, il y a aussi d'autres formes de répercussions qui ont été documentées, et notamment sur la santé physique.
L'abandon et la performance aussi étaient nommés comme étant des répercussions. Et j'ai pas besoin de vous l'apprendre, il y a aussi des répercussions sur les institutions sportives et les autres acteurs qui gravitent autour des athlètes. Là, quand on parle de justement de phénomènes de violence qui surviennent, bon, on n'a qu'à penser au phénomène Hockey Canada et tout. Donc, ça a des répercussions aussi plus larges, pas seulement chez les athlètes, mais dans notre société aussi. Et malheureusement, ça vient aussi freiner le potentiel du sport comme outil de développement humain. Parce que si le sport ne joue pas ce rôle-là, puis qu'il est fait négativement, ben là, il ne vient pas remplir le rôle qu'on voudrait qu'il ait. Donc, ça aussi, pour moi, c'est une répercussion importante. Il y a une dernière répercussion qu'on a aussi notée, c'est toute l'adoption chez les athlètes de comportements extrêmes de contrôle du poids. Donc, quand on a fait une étude qui est un autre échantillon que ce qu'on vous a présenté tout à l'heure, ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait une proportion de 16, presque 17% des participants qui mentionnaient avoir utilisé des comportements de contrôle du poids excessif, comme se faire vomir, utiliser des diurétiques, etc. Les filles étaient plus susceptibles ou en rapportaient davantage. Et ce qu'on a vu, c'est que les jeunes rapportaient dans une prévalence de 7,4% avoir vécu au moins un événement de maltraitance qui était lié à l'adoption de ces comportements-là. Donc, que les parents, par exemple, ou les entraîneurs, demandent ou forcent l'athlète à utiliser des méthodes nuisibles pour leur santé qui sont liées à l'acquisition d'un poids idéal dans le sport, par exemple. Et ce qu'on voyait, c'était les risques. Par exemple, vous le voyez ici, là, au numéro 5, le risque de présenter ces comportements-là problématiques de contrôle du poids était associé justement dans le cas des athlètes qui participaient à l'étude, il y avait 18,35 fois plus élevé de risque chez les participants qui avaient vécu de la violence psychologique liée au poids de la part de leur entraîneur d'adopter ces comportements-là. Donc, c'est extrêmement élevé, là, 18,35 fois plus élevé. Et vous avez aussi 8,04 fois plus élevé aussi pour les participants qui ont vécu de la négligence liée au poids, etc., etc. Donc, on sait aussi que c'est un facteur qui serait associé au risque. Maintenant, il y a des contextes particuliers aussi de violence qu'on est allé documenter récemment. La question des initiations sportives, mais aussi la violence envers les jeunes arbitres. Donc, quand on regarde les initiations sportives, ben, faut dire aussi que les initiations sportives, c'est pas tous des comportements négatifs qui se passent là-dedans. Donc, c'est une espèce de continuum où on peut trouver une variété de comportements, mais il y a une portion de comportements qui sont problématiques, donc qui sont ou qui constituent de la violence, et c'est ce qu'on appelle le bizutage ou le hazing en anglais. Donc, ce qu'on a trouvé quand on prend que cette portion-là dans nos échantillons, c'est que les jeunes en rapportent, ceux qui ont vécu des initiations sportives, 28% de ceux-ci rapportent avoir vécu de la violence psychologique dans le cadre des initiations. 23% ont vécu de la violence physique et 8% de la violence sexuelle. Et vous avez ici un peu les items auxquels ils ont répondu avec la fréquence. Donc, pour la violence psychologique, être confronté à des paroles méchantes ou des injures, être menacé de subir des conséquences ou de se faire du mal, kidnappé, attaché, isolé, ça c'est pour la violence psychologique. La violence physique, privé de sommeil, poussé à boire une grande quantité d'alcool en peu de temps, frappé, contraint de se faire tatouer, etc. Et pour la violence sexuelle, ben, mimer ou simuler des actes de nature sexuelle, le fait de se dénuder devant l'équipe, effectuer des actes de nature sexuelle et comme on a entendu aussi dans les médias assez récemment, ben, les cas aussi où ils ont été forcés d'avoir des relations sexuelles non souhaitées. Donc, c'est le portrait qu'on a un peu aussi au niveau des initiations sportives. Maintenant, on est allé voir aussi chez un groupe pour lequel on nous a rapporté qu'il y avait des problématiques de violence en contexte sportif. Puis je pense que vous l'avez vu défiler aussi dans les médias, toute la question du groupe des jeunes officiels qui vivent eux autres aussi de la violence. Donc, qu'est-ce qu'on a fait dans un premier temps? C'est qu'on est allé réaliser des entrevues individuelles avec 27 jeunes arbitres de 14 à 17 ans et on leur a posé des questions sur leur vécu. Donc, ce qui rapporte ces jeunes-là, c'est qu'ils ont vécu des violences, je dirais, de degrés peut-être moins sévères assez régulièrement, c'est-à-dire tous les 1 à 2 matchs.
Et on pouvait parler de violences psychologiques majoritairement de façon verbale ou non verbale, mais que 1 à 2 fois par saison, ils rapportaient de la violence même physique, comme des agressions, à être retenu, à être bloqué par quelqu'un. Donc, il y a vraiment une menace physique ou une agression physique qui se passe. Et il rapportait aussi que les auteurs de violence étaient majoritairement les parents qui, évidemment, sont dans les estrades ou comme spectateurs, mais aussi les entraîneurs sur le bord des lignes ou qui sont très près d'eux quand même là, au cours des matchs. Dans une vraiment moindre proportion, il parlait des athlètes, mais c'était vraiment davantage les entraîneurs et les parents qui étaient impliqués là-dedans. Donc là, on a une nouvelle phase de ce projet-là qui va documenter sur 2 ans. Donc, on va suivre les jeunes arbitres tout de suite après leur première formation initiale pour voir qu'est-ce qui fait qu'ils abandonnent. Est-ce que la violence est un facteur explicatif? On pense que oui. Et pour être capable, par la suite de ça, de mettre en place des interventions pour diminuer ces événements de violence-là qui font en sorte, par le fait même, de venir diminuer leur drop-out. Donc ça, c'est un peu les constats, je dirais, de surveillance à l'égard de c'est quoi les problèmes là, qu'on voit au Québec et ailleurs dans le monde sur ces problématiques-là. Maintenant, vous allez me dire, ben oui, mais comment on prévient puis comment on intervient en matière de violence en contexte sportif? C'est sûr que j'ai pas énormément de temps, mais il y a tellement de choses à faire. Par contre, les priorités qu'on a notées étaient autour de la formation des entraîneurs et des intervenants sportifs. Donc, c'est pourquoi on a 3 projets de recherche actifs présentement qui visent à déterminer notamment les besoins de formation des entraîneurs et des intervenants sportifs. Et par intervenants sportifs, je veux dire, par exemple, les équipes médicales, paramédicales, les gestionnaires sportifs, les préparateurs physiques, nutritionnistes, kinésiologues qui accompagnent les athlètes et qui sont autour d'eux, qui eux aussi soit reçoivent des confidences, soit sont témoins de ce qui peut se passer. Donc, ces 3 projets de recherche-là portent là-dessus et vont mener au développement de formation pour ces intervenants. Donc, le premier projet qui est éthique, étude sur l'intégrité en coaching, dans les prochaines diapositives, je vais vous présenter nos résultats préliminaires. Vous avez aussi le projet hors-jeu qui est financé par le ministère de l'Enseignement supérieur, qui porte sur la prévention de la violence sexuelle en milieu postsecondaire, donc collégial et universitaire. Et là, ce qu'on veut faire, c'est aller voir les besoins de formation des entraîneurs, des gestionnaires et des athlètes pour proposer des interventions spécifiques à ce contexte-là postsecondaire dans les équipes universitaires et collégiales. Et finalement, vous avez le projet Allié pour le sport sécuritaire qui, lui, vise à aller chercher les besoins de formation des différents autres intervenants sportifs, un peu à la sauce de éthique, là. Donc, on reprend un peu les mêmes paramètres pour venir développer des pistes de formation pour ces gens-là. Donc, si j'entre un peu plus spécifiquement dans éthique, parce que les autres projets de recherche sont en démarrage, donc on est vraiment au début, on n'a pas encore de résultats, mais pour éthique, on a des résultats préliminaires. Donc, ce qu'on regarde au niveau de la littérature, on a fait des constats par une recension des écrits, à savoir que les formations offertes au Québec pour les entraîneurs et ailleurs aussi dans le monde, le contenu qui est proposé est souvent peu soutenu par les données de recherche ou des modèles théoriques. Ça, c'est un premier constat qu'on a fait. Le contenu aussi est souvent restreint à une forme de violence. Donc, on va souvent se restreindre à la violence sexuelle et pas tant les autres formes non plus sont abordées. Il y a une absence quasi systématique d'évaluation des formations ou des interventions, ce qui est dommage parce qu'on ne sait pas nécessairement qu'est-ce qui fonctionne. Et au niveau des objectifs de formation, on utilise peut-être le terme formation de façon un peu galvaudée quelquefois parce que quand on regarde la nature de ce qui est dans ces programmes ou dans ces formations-là, c'est davantage de la sensibilisation, de l'information et non des développements d'interventions qui visent des changements de comportement durables. Donc, ici, c'était des problématiques particulières qui avaient été soulevées dans la littérature. À regard de ça, on a développé un projet de recherche qui visait justement à développer, implanter puis évaluer une formation pour nos entraîneurs québécois sur la violence en contexte sportif. Et la première étape était évidemment d'analyser les besoins. Donc, si on ne comprend pas ce qui se passe chez notre population, ben, on n'est pas capable de bâtir quelque chose qui va répondre à leurs besoins, qui va venir changer leur comportement. Donc, l'analyse de besoins, c'est ce que je vous présente ici comme résultat préliminaire.
dans notre analyse de besoins, ce qu'on voulait faire, c'est tracer le profil des entraîneurs québécois face aux facteurs qui sont associés à l'usage de comportement, décrire leurs dispositions au changement et leurs besoins de formation. Donc, ici, on a été vraiment chanceux, là. On a eu du succès dans notre étude. On a recruté plus de 700 entraîneurs québécois de divers niveaux sportifs, de divers types de sports. Et on leur a posé certaines questions d'abord pour savoir, y avait-il déjà eu ou reçu une formation sur la prévention de la violence en contexte sportif? Et ce qu'on se rend compte, c'est que la majorité, je dirais faible majorité, là, parce qu'on a 57%, ont rapporté avoir déjà vécu une formation sur le sujet, mais il y a quand même 42% qui n'ont jamais été sensibilisés, informés ou formés à ce sujet-là. Donc, il reste du travail à faire. Et quand on a demandé à ceux qui ont vécu des formations quelle était la durée de ces formations-là, ben on avait, la majorité des gens répondaient entre 1 et 2 heures. Donc, est-ce qu'on peut techniquement penser à un changement de comportement en 1 à 2 heures de formation? C'est questionnable. Donc, ici, on a aussi des éléments à réfléchir. Et quand on regardait le nombre d'années depuis la formation, ben on avait, dans la majorité des cas, moins de 3 ans depuis la formation qu'ils ont vécue. C'est aussi compréhensible parce que, étant donné l'actualité, étant donné les ressources qui sont de plus en plus déployées dans le milieu, ben c'est sûr qu'il y a une recrudescence au niveau de ce qu'on peut dispenser à nos entraîneurs. Mais c'est relativement quand même récent. Ensuite, ce qu'on a voulu voir, c'est quels étaient les facteurs associés à l'usage de comportements qu'eux rapportaient. Donc, on les a questionnés sur leur propre comportement de violence auto-rapporté et on a regardé dans la littérature scientifique quels étaient les facteurs qui potentiellement pourraient être associés à ça d'après les études qu'on avait consultées. Donc, on a eu des questions sur le sexe, sur l'expérience comme entraîneur, parce que ça fait longtemps que cet entraîneur-là entraîne. Quelles sont ses croyances liées aux effets instrumentaux? Et ici, je voulais l'expliquer, là, qu'est-ce que c'est que les croyances liées aux effets instrumentaux? C'est de penser que d'utiliser, par exemple, des manifestations de violence comme crier, humilier un athlète, le soumettre à des entraînements punitifs vraiment intenses jusqu'à vomir ou à épuisement, va contribuer à sa performance, va contribuer à la discipline, va contribuer à travailler sa résilience ou sa force mentale. Donc, ces croyances-là sont ancrées chez nos entraîneurs, malheureusement, en partie. Donc, la littérature le démontre très bien. Maintenant, on voulait voir si c'était vraiment associé à l'usage de comportement. On avait aussi une autre variable qu'on voulait aller voir, qui est l'adhésion aux normes de masculinité, le niveau de pratique, est-ce qu'il y a une influence, et finalement, les contraintes et pressions organisationnelles. Pourquoi les contraintes et pressions organisationnelles? Parce que ce qu'on s'est rendu compte dans la littérature, c'est que probablement que plus les entraîneurs subissent de pression à la performance et aux résultats, plus probablement ils pourraient aussi adopter des comportements de violence, notamment de violence instrumentale, pour arriver à faire performer les athlètes ou à l'obtention de médailles ou de résultats. Donc, on est aussi allé tester ça, voir si c'était vrai cette hypothèse. Alors, voilà les résultats que ça nous a donnés. Donc, voici les résultats de facteurs qui étaient associés à la violence psychologique et à la négligence. Donc, ce qu'on a découvert, c'est que plus un entraîneur avait d'expérience, plus il était susceptible d'user de violence psychologique et de négligence, malheureusement. Plus il y avait des croyances liées aux effets instrumentaux, plus il utilisait la violence psychologique et la négligence. Et finalement, plus il adhérait aux normes de masculinité, plus il utilisait cette violence-là également. Les autres facteurs n'étaient pas ressortis comme étant explicatifs de ce type de violence. Quand on regardait les facteurs associés à la violence physique, donc le fait d'être un homme, le fait d'avoir plus d'expérience comme entraîneur, d'avoir des croyances plus élevées sur les effets instrumentaux et d'être d'un niveau de pratique provincial étaient plus associés à la violence physique également. Et finalement, quand on regardait la violence instrumentale, encore une fois, la croyance liée aux effets instrumentaux, les niveaux de pratique plus élevés ici, donc national et international, et les contraintes et pressions organisationnelles seulement sortaient ici pour la violence instrumentale. Donc, à se dire que dans ces niveaux de pratique-là, ben soit le désir de performance ou les pressions de performance sont tellement grandes que ça explique aussi l'usage de violence instrumentale par les entraîneurs. Donc, globalement, ce qui ressort de là, qui est assez questionnant, c'est, à mon avis, là, toute la question des croyances liées aux effets instrumentaux qui ressort dans l'ensemble des formes de violence et la question des contraintes et pressions organisationnelles. Donc, oui, on peut changer des croyances par des formations, mais on ne peut pas changer les contraintes et pressions organisationnelles.
Ça va prendre des changements structuraux dans nos façons de financer le sport, dans nos façons d'évaluer nos entraîneurs sur leur performance ou la qualité de l'intervention. Je vous laisse réfléchir à ça éventuellement plus tard. On est aussi allé inclure une question ouverte à savoir qu'est-ce que les entraîneurs voulaient savoir. Donc, quelles sont les connaissances qu'ils voudraient acquérir dans ce domaine-là? Il y avait plus particulièrement 3 formes de savoir. Des savoirs professionnels autour des contextes d'entraînement. Donc, ils nous disaient avoir de la misère des fois à comment on gère le poids, comment on gère notre groupe, comment on fait pour avoir des interventions pédagogiques, ce qui pour eux pouvait les mener justement à risque d'utiliser de la violence s'il n'y avait pas des alternatives pédagogiques, s'il n'y avait pas d'autres alternatives de comportement. Ils voulaient aussi comprendre mieux, évidemment, la violence, mais il y avait tout aussi des bulles de savoir interpersonnel. Donc, comment on communique généralement avec nos athlètes? Comment on les motive? Comment on gère les conflits entre les athlètes, par exemple, qui peuvent dégénérer puis conduire à de l'intimidation en contexte sportif, par exemple? Et toute la question des savoirs intrapersonnels. Donc, comment je gère, moi, mes émotions comme entraîneur? Ce qui fait que des fois, dans des contextes sportifs, des fois, les émotions sont très grandes. Et si on a de la difficulté à bien gérer ces émotions-là, ben, on peut déborder. Donc, il voulait aussi savoir comment utiliser un style de leadership positif, etc., etc. Donc, ça vient vraiment des entraîneurs et on croit qu'il faut toucher à l'ensemble de ces sphères-là pour être capable de mieux comprendre et intervenir. Finalement, on a fait aussi des focus group avec nos entraîneurs et ce qu'ils nous ont dit, c'est plus sur le format de la formation. Donc, ce qu'ils voulaient avoir, c'est des formations qui sont flexibles. Donc, il y a à la fois peut-être du hybride, donc en présence, en ligne, des modules plus théoriques, des modules plus pratiques, mais surtout, ce qu'ils voulaient, c'est de la répétition dans le temps. Donc, on ait une formation continue, qu'on revienne sur ces éléments-là et qu'il y ait un mentorat qui soit fait. Donc, sur le terrain, qu'on aide, qu'on suive nos entraîneurs, qu'on leur donne des outils, qu'on observe leur comportement, qu'on leur donne des rétroactions et qu'on les outille comme ça au fil du temps. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses riches qui sont sorties de là et qui vont nous aider à formater cette formation-là. Ils ont aussi identifié des lacunes importantes dans les formations actuelles et ça nous donne aussi des bonnes pistes. Ils disaient, entre autres, que l'offre de formation était insuffisante. Est-ce que c'est parce qu'ils la connaissent juste pas ou que ça leur est moins communiqué adéquatement? Mystère. Il faudra aller creuser nos entrevues davantage. Et il y avait aussi sorti des lacunes des formations actuelles. Donc, pour eux, tout ce qui était seulement magistral fonctionne pas. Ils le voyaient comme étant unidirectionnel, donc recevoir, au lieu d'être capable de partager, était aussi peu spécifique à leur réalité sportive. On l'a vu tantôt, faire un sport dans catégorie de poids ne va pas impliquer les mêmes réalités que faire un sport de football, par exemple, ou autre. Donc, chaque sport a un peu ces types de réalités. Et il disait aussi que les formations étaient très peu interactives, tandis que les entraîneurs souhaitaient davantage de pouvoir communiquer leurs préoccupations, réagir à des études de cas, etc. Donc ça, c'est nos résultats préliminaires sur les entraîneurs. Et maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait faire aussi sur le plan de la prévention? Donc, il y a aussi d'autres aspects que la formation des intervenants. Vous comprendrez, la violence est un problème complexe, donc ça mérite des actions complexes. Alors, la recherche sur la prévention, c'est quand même assez intéressant. Plusieurs choses. J'ai donc fait une sélection. Je suis partie, en fait, d'un article qu'on a publié en 2011. Donc, ça fait vraiment longtemps quand même. On avait interviewé 27 parties prenantes dans des organisations sportives, des parents, etc., des athlètes, sur les mesures à mettre en place pour prévenir la violence sexuelle dans les organisations sportives. Et ça nous a donné lieu à ce modèle-là qu'on a bâti. Ce qu'on remarquait, quand il était temps de mettre en place des mesures, c'est qu'il y avait 3 facteurs importants sur lesquels il fallait tabler pour qu'il y ait une mise en place efficace des mesures. Et ces 3 facteurs-là étaient de 3 types. Il y avait premièrement le fait d'équiper et de former nos gestionnaires sportifs qui sont responsables de ce dossier-là pour s'assurer qu'ils soient vraiment à même de comprendre qu'est-ce qu'il y a à mettre en place, de savoir comment le faire. Ça prenait aussi du leadership parce qu'on dit cette thématique-là, ben, est intéressante, elle est full importante, mais souvent, elle tombe en bas de la pile des dossiers parce qu'on a de la régie sportive à faire puis on a d'autres choses à faire. Donc, il y a un leadership, que ce soit un leadership gouvernemental ou d'une autre instance, mais qu'on aide et qu'on lead tout ça. Et aussi qu'on leur fournisse du support.
donc du support de ressources humaines, financières, etc., pour être capable de mettre en place ces mesures. Après ça, on allait voir au niveau des types de mesures, il y avait des mesures plus préventives et des mesures plus de management de cas. Donc, dans les mesures préventives, on avait tout ce qui est avant que quelqu'un entre dans notre organisation comme intervenant, ce qu'on appelle les barrières externes. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour screener nos futurs employés ou nos futurs intervenants? Et là, ben, vous savez tous, là, la vérification des antécédents judiciaires, vérifier les références, passer des entrevues, etc. Il y avait aussi toutes les questions de barrières internes. Donc, quand les gens sont dans notre milieu, qu'est-ce qu'on peut faire pour les éduquer, les informer sur cette perspective-là? Et aussi mettre en place des mesures qui sont en lien avec la gestion des comportements. Donc, est-ce qu'on a des codes d'éthique, des codes de conduite? Et surtout, est-ce qu'ils sont respectés? Est-ce qu'on regarde à ce qu'ils soient respectés puis qu'il y a des sanctions en cas de non-respect? Par exemple, la gestion de tout ce qui est médias sociaux entre les entraîneurs et les athlètes, par exemple. Ça peut être un exemple sur lequel les organisations se positionnent. Ou, dans un second temps, toute la gestion des cas qui peuvent survenir. Donc, est-ce qu'on a des mesures disciplinaires? Et là, les mécanismes aussi qu'on a en place pour les procédures de traitement de plainte, ce qui, au Québec, nouvellement, est vraiment une bonne chose, là, qu'on a un mécanisme indépendant de traitement des plaintes qui vient supporter les fédérations là-dedans et qu'on ait les ressources nécessaires aussi. Quand il y a quelqu'un qui dévoile, est-ce qu'on est capable de l'aider? Est-ce qu'on est capable de le supporter puis de le diriger vers des ressources? Donc ça serait comme dans l'optimal, là, sur le plan de la mise en place de mesures, un modèle qui serait intéressant à mettre en place, même s'il y a déjà quand même plusieurs choses qui se font au Québec maintenant, là. Et ici, je voulais vous laisser peut-être consulter ça éventuellement, mais le niveau international, c'est aussi positionné. Donc, c'est Export International, vous pouvez aller voir sur leur site. On produit des standards qu'on devrait respecter, en fait, pour protéger les athlètes face à ces comportements-là de violence. Donc, pour eux, j'ai 17, là, mais je pense qu'il y en a plus que ça, là. Il y a plusieurs standards. Donc, toute la question de la mise en place de politiques, d'avoir des systèmes de réponse aux préoccupations concernant la prévention. Donc, qu'on ait aussi du conseil et du soutien pour les personnes aussi qui vivent des problématiques, qu'on soit capable aussi de connaître bien les risques qui sont présents dans notre milieu pour minimiser ces risques-là, qu'on ait des lignes directrices, comme je le disais, en matière de comportement, qu'on effectue évidemment du recrutement qui est adéquat et de la formation et qu'on communique bien nos politiques, etc., au sein même de notre organisation, et qu'il y a un travail de coordination qui se fasse aussi avec les partenaires, que ce soit les partenaires qui travaillent avec vous dans vos associations, les partenaires du mécanisme de plainte, les partenaires ici et là qui sont importants dans votre milieu, et effectuer aussi un suivi puis une évaluation de ce qui est mis en place. Donc, eux proposent, puis vous l'aurez en détail si vous allez le voir, là, une panoplie de standards à atteindre. Et ce qu'ils disent, c'est que ce qui est important, c'est de commencer à quelque part. C'est pour ça un peu ma flèche bleue que vous voyez ici. Donc, on va chercher dans chacun de ces standards-là un niveau de base. Après ça, on prépare la mise en œuvre, on effectue un plan d'action, on met en œuvre et on fait un suivi puis une intégration de nos mises en place de nos standards. Donc, ça aide aussi pour certaines organisations qui auraient besoin d'aide à ce niveau-là. Aussi, on a réalisé une revue de la littérature récemment qui a été faite par Mme Stéphanie Radchevski, qui est chercheure postdoctorale à l'Université Laval avec nous. On s'est aussi intéressé à savoir quelles étaient les recommandations en vue des mécanismes de plainte liés à la violence interpersonnelle. Donc, on est allé voir dans une revue Rapid Review qu'on appelle, qu'est-ce qui étaient les guidelines des bonnes pratiques à mettre en place quand on parle de mécanismes de traitement de plainte de violence. Et vous voyez ici, c'est rapide, là, vous pourrez contacter Stéphanie ou lire l'article éventuellement, mais on a vraiment comme les bonnes pratiques qu'on doit mettre en place si on a un mécanisme de plainte. Et ça passe par le fait qu'elle soit communiquée, le fait qu'elle soit évidemment que les gens la connaissent, qu'on ait un support professionnel de personnes formées dans ce mécanisme-là, etc., etc. Donc, vous avez un ensemble de
principes super importants à respecter qui pourraient informer éventuellement là, les acteurs du milieu dans les mécanismes de plainte. Même à l'international, on n'a pas encore ces données-là, là, c'est très novateur. On a aussi réalisé le projet Vision, qui était de réfléchir ensemble à qu'est-ce qu'on voulait comme sport demain, donc dans 5 ans, dans 10 ans, parce que ce qu'on constate dans le fond, c'est qu'il y a plusieurs problématiques en sport qui sont reliées aux mêmes facteurs, aux mêmes racines, dans le sens où si on n'a pas un sport équitable, si on n'a pas un sport qui respecte la diversité, l'accessibilité et l'inclusion, ben ça devient difficile pour tout ce qui est les problématiques d'inclusion et compagnie, de violence. Quand on parle du dopage, quand on parle des blessures sportives, si on est capable d'aller chercher une vision du sport qui est peut-être un petit peu différente, puis qu'on est capable de bâtir un plan d'action clair à partir de ces valeurs-là et de ces orientations-là, on pense qu'on peut régler quand même pas mal de problématiques qu'on voit dans le sport présentement. Donc, les gens ont parlé, c'est des focus group qu'on a fait avec des parents, des chercheurs, des athlètes, des entraîneurs, donc vraiment plusieurs types de personnes impliquées dans le sport. Et pour eux, vous voyez ici les valeurs qui sont ressorties de leur vision, ainsi que les orientations qui sont importantes pour la majorité des gens qui ont pris part à ça. Donc, l'offre de formation adaptée, un cadre clair et des définitions, un accompagnement à la prévention et l'évaluation, les limites et l'imposition de sanctions, les communications et la collaboration et l'offre de ressources. Donc, je vous apprends rien en disant ça, mais l'ensemble des gens vont aussi dans ce sens-là et ça pourrait bien alimenter un plan d'action là, éventuel. Et là, je pense qu'il me reste 2-3 minutes. Je vais terminer en vous amenant un peu vers le futur en termes de recherche. Donc, qu'est-ce que nous interpelle là, dans les prochaines années en termes de recherche? On a mené un Delphi. C'est une étude qui vise à aller chercher un consensus auprès des experts en recherche sur qu'est-ce que sont les pistes de recherche dans le futur là, qu'il faudra vraiment aborder maintenant sur le safeguarding et la violence envers les athlètes. Donc, voici, on a eu dans notre Delphi environ 52 experts qui se sont prononcés à travers le monde. Et les consensus qu'on a obtenus sont le fait qu'il faut davantage documenter les expériences des enfants dans le contexte sportif, les barrières à rapporter les formes de violence, donc les processus, les barrières, l'investigation. Donc ça, on manque beaucoup d'informations sur ça. Évidemment, développer et évaluer des interventions pour nos intervenants. Donc ça, c'est comme la troisième grande priorité. On a toujours été un peu à documenter la problématique. Maintenant, on sent on connaît plus les facteurs de risque. Maintenant, on s'est rendu davantage dans le développement d'intervention. Documenter aussi l'expérience des para-athlètes. Donc ça, c'est sorti comme étant super important pour la communauté scientifique. Étudier les facteurs de risque relationnels. Donc, tout ce qui était autour aussi du style de coaching, la façon dont on entraîne nos athlètes. Donc, ça, c'était quelque chose qui ressortait comme étant important. Et les derniers plus importants qui ont reçu un consensus, développer des procédures pour supporter les victimes. Donc, ça ressort énormément comme étant prioritaire. Étudier davantage la violence émotionnelle, les abus sexuels envers les garçons en sport, qui est très peu documenté, mais dont on voit de plus en plus qu'il n'y a pas de différence entre les gars et les filles, puis on dirait qu'on le comprend moins bien, là, la dynamique. Et développer et évaluer des interventions pour changer la culture du sport. Ça, on l'entend énormément dans les rapports d'enquête, entre autres, là, venir modifier la culture, mais comment on fait ça? Et comment on peut la modifier, cette culture-là? Et quels sont les points problématiques de la culture? Ensuite, étudier et aussi les conséquences de la violence, justement, sur le bien-être et la santé des athlètes. Alors, ça ferait le tour. Je sais que j'ai été peut-être rapide, mais j'ai essayé de faire le tour de tout ce qu'on a fait dans, je dirais, les 3-4 dernières années là, à la chaire. Si vous avez des questions, vous pourrez aussi nous en faire part là, via nos courriels, là, si besoin est. Merci beaucoup. Je pense qu'on a peut-être le temps de répondre à une petite question là, qui est apparue durant la présentation. B. Plante nous demande, est-ce qu'il y a une forme de reproduction du vécu
des entraîneurs de haut niveau, comme par exemple, j'ai joué à haut niveau, le coach lançait les poubelles quand il voulait voir les résultats. Donc, si je veux des résultats, il faut moi aussi que je lance les poubelles. Super bonne observation. En fait, c'est ce qu'on documente dans la littérature scientifique qualitative, donc en interviewant des entraîneurs, en interviewant des athlètes, c'est ce qui nous rapporte. Si j'ai été entraînée comme ça, ben je reproduis comment on m'a entraîné et j'ai pas d'outils alternatifs. Donc, c'est difficile aussi de prendre en mal les entraîneurs parce que l'intention est pas nécessairement là. L'intention de faire du mal est pas nécessairement là. C'est plus l'intention d'arriver à discipliner, d'arriver à motiver, d'arriver à faire grandir un athlète, mais pas nécessairement de la bonne façon. Donc, faut pas blâmer nécessairement toujours non plus les entraîneurs, mais plutôt leur donner des outils alternatifs. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on observe. C'est ce qu'on appelle la transmission intergénérationnelle de la violence. Donc, on le voyait aussi, nous autres, dans la formation des entraîneurs au bac en intervention sportive. On avait beau, des fois, leur parler des nouvelles connaissances. Il y avait un bac, là. Mais c'est comme si la culture qu'il y avait eue était même plus forte que ça. Et il fallait vraiment challenger les étudiants en réflexion, à savoir changer leur comportement, questionner leurs propres expériences passées pour remettre en question justement qu'est-ce qu'ils avaient vécu, puis changer les patterns. Fait que c'est pas évident là, à faire. Geneviève, ton micro est fermé. J'ai vu qu'il y avait une main levée, là, Jean-François. Oui, exactement, Monsieur Chabot, je m'en avais fait. Oui, merci, Eric. Tu peux y aller, Jean-François. Bonjour. Ma question pour Sylvie va avoir un petit préambule. Déjà en 1977, il y a un certain Gilles Néron qui a publié un rapport pour arriver à contenir la violence au hockey, mais on ne parlait essentiellement que de violence physique dans ce rapport-là. Mm-hmm. Or, ce n'est que l'an dernier que la Ligue junior majeure du Québec, par exemple, a fait le choix de bannir les bagarres en dépit de toute cette culture, justement, qui disait ou voulait qu'on allait vendre moins de billets s'il n'y avait pas de bagarre. Or, ça se passe très, très bien. On sait aussi que les fédérations sont largement sous-financées, sous-équipées pour pouvoir offrir le genre de formation, d'encadrement, etc., tant au niveau des entraîneurs que des participants. Et il faudrait élargir ça aux parents aussi. Alors, est-ce que vous avez fait une évaluation de ce que ça prendrait comme fonds supplémentaires, comme investissement financier, social, pour arriver à mettre en application vos conclusions, les conclusions de votre rapport de vous et votre équipe? C'est tellement de bonnes questions, c'est tellement de questions pertinentes. Puis je reviens au modèle que j'ai présenté tantôt. Puis le deuxième facteur qui était providing leadership. Je pense que toute la question est là. On doit se poser, je pense, la question comme société parce que si on n'agit pas tout ensemble, ça ne fonctionnera pas là parce qu'il y a vraiment de la coordination à faire. Et je pense que cette coordination-là pourrait passer à travers un plan d'action gouvernemental, clairement. Puis là, je vais le dire très clairement. Là, moi, je pense que ça passe par un plan d'action gouvernemental dans lequel on va regarder les différents niveaux écologiques dans lesquels on a besoin de faire des modifications. Et ça passe par aussi probablement du financement là, pour, entre autres, mettons, la professionnalisation de nos entraîneurs, des gens qui gravitent comme les gestionnaires sportifs et tout. Comment on va réussir sans ça? C'est plus difficile. Là. Ça prend ce leadership-là. Puis c'est ça, je pense que c'est un investissement social et qu'on doit faire pour nos jeunes. Au même titre que il y a eu des changements qui ont été faits chez les enseignants il y a plusieurs années. Maintenant, ils sont professionnalisés. C'est ça. Donc, pourquoi, avec autant de jeunes qui pratiquent le sport au Québec, on peut pas aller penser de façon peut-être utopique, mais commencer à y penser. Donc, comment on peut matérialiser le fait que nos entraîneurs sont davantage dans un parcours professionnel puis qu'on puisse former aussi les autres intervenants. C'est vraiment une bonne question, mais on n'a pas fait d'analyse de combien ça pourrait coûter, malheureusement. Il faudrait un économiste dans notre équipe. Et sous question,
est-ce que, selon vos conclusions, selon ce que vous avez observé, on compte un peu trop sur le bénévolat et le bon vouloir de parents, par exemple, pour encadrer les jeunes? L'un est lié à l'autre, là, mais est-ce que tout ne repose pas encore trop sur les parents qui sont souvent émotivement impliqués parce que ils peuvent être entraîneurs de l'équipe de leur propre enfant, par exemple? Mais je pense que c'est l'œuf ou la poule, là. Tu sais, est-ce que on met des ressources pour avoir des entraîneurs professionnels puis du sport versus on n'en a pas, fait qu'on fait avec ce qu'on a, puis on n'a pas le choix. Tu sais, sinon, nos jeunes, comment ils vont faire du sport si ces parents-là sont pas là, si ces entraîneurs-là qui sont bénévoles sont pas là? Fait que le système, comme il est actuellement, permet peut-être pas une optimisation, justement, de notre sport, là, comme il pourrait peut-être l'être. Ça serait ça que je répondrais à la question. Là. Ça demande des changements profonds, autant dans les valeurs qu'on veut se donner comme société par rapport au sport, puis aussi dans qu'est-ce qu'on va mobiliser, puis comment on va le mobiliser pour que ça change à travers le temps. Là. Merci beaucoup, Mme Parent. Merci. Merci. On a le temps peut-être pour une dernière question que j'ai reçue dans le chat. Est-ce qu'à votre connaissance, il existe des modules comme Safe Sport, par exemple les modules du PNCA pour les entraîneurs, mais à présenter aux athlètes ou aux enfants? Ça, c'est une bonne question. Quand on me questionne justement est-ce qu'on devrait avoir des formations pour les parents puis les athlètes, je suis mitigée. Parce que pour moi, les formations, c'est pour changer des comportements, ça prend du temps. Pour moi, les formations, c'est beaucoup plus axé sur le développement des professionnels, là, les gens qui vont agir dans le milieu. Tandis que pour les athlètes et les parents, ça prendrait un réseau de formation. Mais comment qu'on va mettre un réseau de formation d'athlètes en place ou de parents en place? Est-ce que ça passerait davantage par des stratégies de campagne sociétale ou de sensibilisation de groupe? C'est ça qui est plus difficile à savoir, là. Je n'ai pas vu nécessairement. Ça serait à réfléchir. Je pense que former versus informer, c'est pas nécessairement c'est un peu différent. Puis est-ce qu'on a besoin de former les parents et comment on ferait ça? C'est toute une question. Ouais, Je pense qu'on la a d'abord question besoin de vient de savoir. moi. Je ne Oui? sais pas si tu m'entends. Oui? Oui, Oui, OK. oui. Dans le fond, là, moi, je suis nouveau DG à Ski Québec Alpin, mais j'ai été au club de ski Mont-Tremblant avant, avec toute l'histoire de Bertrand Charest et tout. Ben, le Oui. club, on s'est donné comme mission, tu sais, justement, de faire une formation autant avec le staff et avec les jeunes aussi sur bullying et intimidation. Puis, ça a changé énormément. Juste le Ouais. fait de rencontrer les jeunes, leur expliquer c'est quoi, qu'est-ce qui est du bullying, qu'est-ce qui en est Voilà. pas. Ça a changé énormément les comportements des jeunes. Ouais. Les entraîneurs étaient aussi beaucoup plus alertes, tu sais, avaient plus d'outils pour savoir comment intervenir. Mhm. Puis je trouve que, tu sais, là, on fait beaucoup, puis c'est super important, la formation pour les entraîneurs. Je pense qu'il faut changer la culture, il faut changer les valeurs. Mais, tu sais, il reste que le 1% qui ne se sentent pas concernés par ces modules-là, par le module Safe Sport, qui trouvent que c'est de la grosse bullshit. Ils restent dans le système pareil, puis c'est eux autres qui font mal, puis c'est eux autres qui exposent, auxquels nos enfants sont exposés, tu sais. Fait que je pense que si on est capable d'informer, du moins, nos athlètes, ben, qu'ils soient capables de reconnaître que la situation dans laquelle ils sont, c'est pas normal, puis que ça doit sonner une cloche, je pense que ça serait vraiment important. Là. Ben, je suis totalement d'accord avec vous. Moi, je disais pas qu'il faut pas les sensibiliser ni les informer. Ça, je pense absolument il faut faire ça. Mais quand on parle, mettons, d'entraîneurs ou d'intervenants sportifs, là, on va plus loin. Là. Tu sais, on veut changer leur pratique sur la pédagogie, sur comment se développe un enfant. Tu sais, là, on va vraiment plus loin. Ouais. Là. Oui, puis c'est Mais super important de informer, le faire là, avec oui. les entraîneurs. Là, c'est Ouais. un moment super important. Là. Mais tu sais, aussi de modifier ça chez les entraîneurs parce que vous voyez que la violence n'occupait pas des tonnes de place là, dans ce qu'on parlait. Là. C'était la gestion des émotions, le style de leadership, Donc, tout ça vient aussi affecter l'ensemble de la qualité de l'expérience. Donc, ce ne sera pas juste probablement la violence qui va être impactée positivement, mais aussi l'ensemble du vécu et de l'expérience de ces jeunes-là qui devrait être normalement beaucoup plus adéquate, beaucoup mieux
vivre cette expérience-là. Mais Mhm. sensibiliser, informer les jeunes et les parents, il y a déjà des instances qui commencent à se pencher là-dessus. Là. Je pense entre autres à la Fondation Marie-Vincent qui est en train de préparer, on collabore avec eux là, pour préparer de la sensibilisation pour les jeunes en milieu scolaire sur cette question-là de la violence en sport et les parents également. Donc, c'est comme si on essaye aussi un peu de se partager les tâches pour y arriver. Donc, inquiétez-vous pas, ça s'en vient aussi. OK, merci. Merci. Parfait. Merci beaucoup. Merci à tous pour votre participation, Madame Parent. Merci beaucoup pour cette présentation qui était plus que pertinente et plus que d'actualité aujourd'hui. Merci beaucoup à M. Brunet, Éric, d'avoir été là. Merci Sylvie, là, au nom de la société québécoise, je vais le dire comme ça. Là, merci de faire tout ça. Je pense que c'est une bonne chose, on en a besoin. Puis si on veut changer les choses, il faut s'y intéresser. Fait que moi, je tiens à te partager toute ma gratitude, mon admiration et ainsi de suite. Faut pas que tu lâches. On a besoin de toi. Merci, c'est gentil. Merci à vous pour votre intérêt. Merci beaucoup. Puis, je vous invite évidemment là, à vous inscrire à notre infolette sur notre site web et nous suivre sur les réseaux sociaux pour être à l'affût des prochaines activités. En vous souhaitant une bonne fin de journée. Encore une fois, merci à tout le monde d'avoir été présent ce midi. Merci à tous. Au revoir à la prochaine.